C'est un épisode qui fait plus ou moins suite au précédent, sur le jeûne par DA. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite fortement à l'écouter. Et d'ailleurs, merci déjà à tous pour tous vos retours. Ça a été très bien accueilli, on en est ravis. C'est un sujet à part entière, le grignotage, mais je fais une petite transition quand même par rapport au fait que deux choses. Déjà, personnellement, je suis un petit peu moins partisan à fond, on va dire, en pratiquant du jeûne, même si ça m'intéresse énormément, notamment le fait que DA le fasse. Et que je reconnais beaucoup de bénéfices. Mais voilà, de voir qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui nous fait du bien. C'est très important de savoir qu'est-ce qui nous correspond. Une vérité peut être une vérité pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, c'était par rapport au fait que la transition peut se faire. Quelqu'un qui voudrait faire du jeûne, donc là je suis encore sur le jeûne, pourrait par contre avoir besoin déjà de cette phase-là, de sortir du grignotage. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'il peut y avoir un lien. La parenthèse de présentation est un peu fermée. L'idée, c'est quand même d'aborder le sujet à part entière. Donc déjà, en fait, juste un constat, c'est important de savoir que le grignotage ont des effets néfastes, voire très très néfastes. C'est pas uniquement un slogan qu'on voit, éviter de grignoter, manger entre les repas, etc., là, ce qu'on voit souvent. C'est pas qu'un effet de mode. Il y a vraiment beaucoup d'effets néfastes, notamment la prise de poids. Parce qu'on peut être amené à manger donc plus de calories. Si on les répartit, on va peut-être potentiellement avoir plusieurs repas, vu qu'on peut vite aussi tomber sur des calories qui sont beaucoup plus importantes. Le grignotage, souvent, c'est des choses qui nous donnent peu de satiété. Qui dit peu de satiété, si les calories sont quand même derrière, on est quand même en train de prendre beaucoup plus de calories que ce qu'on mangerait dans un repas avec plus de consistance. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect de la prise de poids, pourquoi techniquement on a ce risque-là en tout cas. Le deuxième point, c'est plus ou moins lié, c'est le déséquilibrage de ce qu'on va manger. Donc on risque de manger de manière moins saine, soit de manière moins équilibrée, soit d'avoir carrément moins envie de certaines choses. En tout cas, on risque d'avoir moins faim pour les vrais repas. Enfin, j'espère qu'il y a des vrais plats, vous avez des vrais plats, même quand on est dans le grignotage. Si on a déjà grignoté, on a moins faim, techniquement, on va moins se servir du plat principal, en tout cas du plat préparé, qui, on l'espère donc, est de meilleure qualité. On va en reparler après aussi, la qualité. Une autre chose qui est pas des moindres, ça crée des pics d'insuline, donc potentiellement, ça peut créer des diabètes. Donc on ne parle pas de n'importe quoi, vraiment, ça c'est notable. Donc je disais, c'est pas à cause des pics d'insuline, vu qu'on va les répéter. On va aussi, encore une fois, suivant ce que ça va être comme grignotage, c'est quand même rare que les grignotages soient des choses de bonne qualité. C'est déjà mieux si on grignote des fruits secs, encore mieux des oléagineux ou des choses comme ça. Souvent, ça va pas être ça. Faut avouer que c'est souvent quand même d'autres choses. Peu importe ce que c'est, mais c'est souvent quand même de moins bonne qualité, entre guillemets. Donc voilà, sur ce point-là, c'est très important de savoir que c'est un réel lien de cause à effet de création de diabète. Ensuite, il y a un autre point, c'est sur les dents, notamment en fait parce que finalement, vous avez toujours la bouche qui est plus ou moins encore avec des dépôts, même s'ils sont tout petits, On n'a pas la bouche sale, mais on va pas laver les dents à chaque fois qu'on a grignoté. Donc il y a encore des choses qui restent, notamment les sucres. Et donc ça peut accentuer du coup les problèmes de dents, donc typique carie. Ensuite, toujours sur ce même point, il y a aussi le fait qu'on génère plus de salive. Dans la salive, il y a beaucoup d'acide. Donc c'est néfaste pour l'émail. Ensuite, un autre point, toujours dans les effets néfastes, après on va venir aux solutions bientôt, et vous expliquer comment, du coup, moi j'ai fait aussi, parce que là, en fait, concrètement, je vous donne des choses qui ont fait que j'ai pu rééquilibrer cette chose-là, mais bon, ça, le premier gros rééquilibrage date d'il y a un moment, on parle d'une vingtaine d'années. Bref, j'en étais sur les deux derniers points que je voudrais préciser dans les effets néfastes, qui sont le problème de système de récompense, notamment sur la dopamine. Ça, c'est un peu mon grand sujet sur lequel je reviens beaucoup, mais je pense que ça va être vraiment, c'est probablement le mal du 21e siècle. Je pense vraiment, là, je vous fais un partage, mais je pense vraiment que le 20e siècle, le mal du siècle, c'était le sucre. Maintenant, on en revient un petit peu, même si c'est toujours très implanté, mais je pense que ça va être la dopamine. La gestion de la dopamine au 21e siècle. On verra, puis je vais continuer mes travaux de recherche et de documentation. Vous verrez, j'aborderai souvent ce sujet-là.
Donc le problème de système récompense, le fait que dès qu'on mange un peu, il y a entre guillemets un système de récompense. Quoi que ce soit qu'on mange, particulièrement plus si c'est des sucres ou si c'est un peu réconfortant, comme on pourrait dire. Donc voilà, donc dérèglement de ce système-là. Ensuite, dernier point que je voudrais aborder, c'est la digestion. Donc là, on rejoint un petit peu à nouveau, petite parenthèse sur le jeûne, mais du coup, on ne met jamais au repos tout le système digestif. Encore une fois, je vous invite à aller écouter le podcast sur le jeûne. Voilà pour les effets néfastes. Je trouvais ça important de dire en quoi, et non pas juste dire c'est pas bien. Hein. Et on va en venir à comment j'en suis sorti et pourquoi aussi. Et vous allez comprendre du coup aussi les enjeux. De ce point de vue-là, le point numéro 1 de qu'est-ce qui m'a fait réaliser que j'avais des soucis d'avoir vraiment faim au bout d'un moment, d'avoir des chutes de tension, de glycémie, etc. Vraiment, je me suis dit, je crois qu'il y a un truc qui déconne quand même. Je mangeais pas, à cette époque-là, je mangeais pas atrocement mal, mais franchement, je mangeais beaucoup moins bien que maintenant. Donc en tout cas, je sentais que ça n'allait pas, notamment aussi parce que je me disais, c'est juste pas possible de se sentir pas bien du tout, d'avoir tellement besoin de manger, justement, de manger un truc sucré, on y vient. C'est vraiment ma première raison. Je sentais qu'il y avait un problème de sucre dans mon alimentation. C'était mon corps qui me le disait d'une certaine manière, vraiment. C'est-à-dire que je me sentais vraiment fébrile au bout d'un moment si j'avais pas mangé. Mais je parle au bout d'un moment, je parle pas un jour ou deux, justement. Donc, alors, j'ai toujours aussi mis sur le dos du fait que je suis quand même assez cadré, et mis un peu sur une horloge. Mon rythme biologique global a tendance à être assez calé. Donc je me disais, c'est sans doute ça. Mais j'ai réalisé que c'était pas la seule chose et que vraiment, il y avait vraiment des chutes de glycémie. Donc, la première chose que j'ai fait, c'était au fur et à mesure de changer mon alimentation du point de vue glycémie. Alors, ça n'a pas été drastique, j'étais pas dans une révolution. C'était, pour être très concret, par exemple, moi j'ai toujours beaucoup aimé le chocolat au lait. Et en fait, un exemple tout bête, je mangeais souvent du Nesquik en fait. Et le Nesquik, c'est blindé de sucre. Donc, j'ai aussi fait la part des choses. Là, on ouvre encore la boîte de Pandore, mais comment ça se fait? Est-ce que ça rappelle quelque chose? Tout ça. Mis à part tous ces Madeleine de Proust ou tous ces éléments-là, j'ai aussi réalisé que j'aimais beaucoup le cacao en soi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue le cacao. Ça, c'est encore une autre chose. J'en parlerai aussi dans les addictions. Le cacao, ça a été aussi quelque chose de très, très délicat à gérer. Aujourd'hui, c'est que du 100% quand j'en prends. Un peu de choses près, quoi. Mais c'est aussi quelque chose qui est très cadré. J'ai mes propres règles là-dessus. J'en reparlerai dans un autre contexte. Tout ça pour dire que le sucre en lui-même, je l'ai beaucoup régulé, donc avec cet exemple-là, et puis aussi dans l'alimentation en règle générale. La deuxième chose qui a été un petit peu moins marquée, parce que là, j'ai pu vous donner vraiment un élément que je savais qui était assez marqué. J'ai vraiment des souvenirs assez précis de cette phase-là. Mais ça a été par contre le deuxième point, le numéro 2, qui a été beaucoup plus, en règle générale, c'est se baser sur la quantité. C'est-à-dire que j'avais tendance à ne pas faire des repas très très copieux pour plusieurs raisons. Est-ce que ça, j'aurais besoin d'en reparler ou pas? On verra si ça intéressera des gens sur des appréhensions, mais surtout des restrictions. Ça, c'est assez vaste. Ça, c'est un autre sujet qui est assez vaste, assez personnel pour le coup, la gestion des quantités. Donc, de nature, j'aime beaucoup manger, j'aime bien manger, mais j'ai pu avoir des excès inverses, peut-être pas non plus extrêmes, mais voilà. Donc en tout cas, les quantités, réajuster ces quantités et manger un peu plus quand on fait un vrai repas. Il y a aussi l'intérêt, forcément, vu que ça a, entre guillemets, moins d'intérêt, souvent, les plats principaux, on va dire. Mais donc voilà, réajuster les quantités, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, de manger un peu plus, du coup, les choses de qualité et qui sont... là, je vais pas rentrer pour le coup dans la diététique, là, maintenant, mais évidemment, plus vous mangez de légumes, une bonne quantité, moins vous avez envie de manger d'autres choses. Globalement, ça occupe l'estomac. Sur les quantités, il y a encore une chose qui me vient... Je sais pas vous, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des parents, surtout en tout cas là j'ai des souvenirs de ma mère me disant mange pas là, on va bientôt manger. Je trouve que c'est une grande chance d'avoir eu ça, d'avoir eu cette phrase. C'est quelque chose que j'entends, qui me reste un peu tout le temps. C'est quand même, je trouve beaucoup de bon sens de dire ça. C'est de dire t'inquiète pas, on va bientôt manger. Donc là, t'es pas obligé de te ruer sur quelque chose, donc ça rassure l'enfant. Et en même temps, ça lui permet de se structurer dans le temps, dans ce qui se passe. Et donc, de ne pas refaire le cycle dont je parlais, c'est-à-dire, j'aurai moins faim si j'ai grignoté juste avant de manger,
Et donc, je vais moins manger les choses bonnes, entre guillemets. Et puis, on est dans ce cercle du grignotage. Donc voilà, là, on vient sur cette idée du déséquilibrage. Ça, c'est vraiment la gestion de quand et de combien. Ça permet justement d'ajuster. Point numéro 3 que j'aimerais aborder, la qualité de ce qu'on mange. Donc, j'en ai un peu parlé, mais à une époque... Est-ce que j'ose le dire? Oui, j'ose le dire, bien sûr. Je mangeais chez McDo, pas tout le temps, bien sûr, mais je mangeais McDo parfois. Et j'ai remarqué que jusqu'aux dernières fois où j'ai pu manger McDo, ça date de pas mal d'années là pour le coup, que même si je mangeais un gros truc, un gros menu, je me retrouvais à avoir faim 1 heure plus tard. Enfin, plus ou moins 1 heure, quoi. Avoir faim 1 heure après avoir mangé, c'est pas normal, du tout. Donc ça, je prends un exemple extrême, et puis qui est assez personnel aussi, mais aussi qui, j'imagine, peut être très très répandu, vu que McDo, c'est pas marginal. Donc voilà, la qualité de ce qu'on va manger. Je parlais tout à l'heure de la satiété. Si on rentre dans qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture McDo, ça va être un autre sujet presque encore, très vaste. Il faut savoir que c'est des calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. On a vite fait en macro des choses, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides, qui sont d'ailleurs déséquilibrés. Mais en micronutriments, on n'a rien du tout. Et ensuite, en termes de satiété, rien non plus. Ensuite, en termes de vie, c'est une catastrophe. Il y a des anti-vomitifs. C'est là pour pas que notre corps rejette ça. Hein. Vraiment, si on réfère à des analyses réelles, concrètes, non pas nébuleuses, que c'est pas une nourriture comestible. En réalité. Bref, voilà, donc ça c'était sur le point 3, la qualité. Je joue beaucoup. Encore une fois, là j'ai un peu enfoncé une porte ouverte. Ça peut être des choses beaucoup plus subtiles. Quand on parle de qualité, déjà manger des légumes c'est génial, mais la qualité du légume en lui-même, ça n'a rien à voir. Si vous prenez des légumes bien chimiques de grande surface basiques, ou des légumes qui sont à minima bio, voire même une culture beaucoup plus vivante, ça n'a rien à voir. Donc ça c'est pour affiner un tout petit peu plus le point qualité. Et ensuite, le dernier point, c'est du point de vue psychologique ou psychophysiologique, sur la deuxième chose. Pourquoi on va grignoter? Là, on ouvre beaucoup de possibilités. Le point psychologique, ça va être pourquoi je grignote? Est-ce que j'ai peur de manquer? Est-ce que la faim me fait paniquer? Est-ce que on revient sur le système de récompense, le besoin de dopamine? J'ai besoin d'un boost, on va dire. Donc ça va être plutôt neurochimique. Mais du point de vue psychologique et psychophysiologique, c'est intéressant d'aller ouvrir ça. Qu'est-ce que je ressens comme émotion quand je ressens ce besoin de grignotage? Voilà, ça c'est une question qu'on peut se poser. Et je pense que je vais d'ailleurs terminer sur ce point-là, qui en revient à la conscience de ce qu'on est en train de faire. Poser de la conscience de ce qu'on est en train de faire. Voilà mon partage sur des recherches, des éléments et puis mon vécu. J'espère que ça aura pu justement donner des points de conscience pour qui ça pourrait vraiment aider. Et puis des outils, puisque concrètement, du coup, je vous ai apporté sur la base de 4 points des déclencheurs qui ont permis d'ajuster ce grignotage, qui me permettent encore aujourd'hui d'ailleurs, parfois, de me dire, tiens, sur quel point je peux ajuster? Là, je me remets à grignoter. Je suis pas en train de diaboliser, je voudrais juste préciser ça, je diabolise pas ça. Juste, ça fait quand même tellement de bien de beaucoup moins grignoter. Et si je grignote justement des choses de qualité bien, bien meilleure, ou des rééquilibrages, par exemple, pour l'acido-basique, faire attention, prendre des choses qui vont être basifiantes, des choses qui vont être de qualité, encore une fois. À très vite dans un prochain épisode.